mais ce que je voulais montrer surtout, c'était ces pionniers de l'islam lyonnais, c'était le pluralisme de tous ces personnages. Le curé des Maguettes, c'est ainsi qu'est surnommé le père Christian Delorme pour son engagement auprès des jeunes des banlieues lyonnaises dès les années 80. Le père Christian Delorme s'est aussi beaucoup investi dans le dialogue interreligieux. Il publie aujourd'hui une histoire de l'islam à Lyon du 19e siècle jusqu'à nos jours. Une période qu'il a en partie vécue, il livre donc un témoignage précieux. C'est l'invité de la 4e édition de Mac de Lyon Connect. Dans une seconde partie de cette émission, je laisserai ma place à un autre invité, c'est le principe. Aujourd'hui, Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon, qui, par ses fonctions politiques, est confronté aux mêmes préoccupations que le père Delorme. Alors, père Delorme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien suite au nouveau livre que vous publiez. En résumé, vous avez choisi de déposer pour les générations futures votre connaissance de l'histoire de l'islam à Lyon à travers des figures de ces rapports entre l'islam et Lyon. Et j'ai envie de vous demander de vous présenter, même si vous êtes plus que médiatique. On vous a souvent affublé du surnom de curé des Maguettes. Est-ce que vous vous rappelez qui vous l'a donné? Est-ce que c'est lourd à porter? Est-ce que parfois vous dites ça suffit quand vous lisez ça depuis quelques dizaines d'années dans certains articles? Ou au contraire, c'est un surnom que vous revendiquez, entre guillemets? Alors je ne le revendique pas, mais je l'assume, c'est-à-dire que si ce surnom m'a été donné, c'est en raison d'un engagement, d'une présence en effet sur les banlieues lyonnaises et particulièrement dans le quartier des Minguettes au début des années 1980. Ce sont les policiers les premiers qui, me voyant déambuler au milieu des tours, disaient tiens voilà le curé, et puis la presse, alors pas tellement locale, mais nationale, a repris cette appellation, et du coup voilà, je la porte ou la supporte depuis 40 ans. Moi personnellement, ça ne m'a pas beaucoup gêné, ça a pu gêner les vrais curés des Minguettes. Maintenant, il n'y a plus de curés seulement pour les Minguettes, mais à une époque, il y avait un vrai curé des Minguettes, donc c'était toujours ambigu. Non, moi ce que je retiens, c'est finalement, pour beaucoup de gens, c'est l'image d'une façon d'être prêtre dans la société, voilà. Mais je ne la revendique pas haut et fort. Et ce qui est important, c'est de vous positionner d'où vous parlez, puisqu'aujourd'hui on est dans une vague, on va dire, identitaire, tout confondu, politique et religieux, et parfois certaines personnes nient à quelqu'un d'extérieur à leur communauté, à leur religion, à leur ethnie, de parler d'eux-mêmes. Donc vous êtes dans le dialogue interreligieux, qui est l'héritier de toute une période quand même d'ouverture d'esprit, peut-être un peu plus qu'aujourd'hui où chacun peut vivre dans sa bulle. Est-ce que vous pouvez rappeler votre engagement dans ce dialogue interreligieux et finalement par qui, pour qui est fait cet ouvrage? Oui, vous avez raison de souligner qu'on peut discuter le fait que quelqu'un qui n'est pas musulman raconte l'histoire de l'islam à Lyon, parce qu'aucun musulman pour l'instant n'a fait, et j'espère que certains le feront dans les années qui viennent. Mais en même temps, je suis conscient que je suis porteur d'une mémoire qui en grande partie risque de disparaître. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça, parce qu'il y a des universitaires qui vont pouvoir travailler sur les documents, les sources écrites dans les années qui viennent. Mais mon avantage d'une certaine manière, c'est d'avoir une mémoire vivante, c'est-à-dire que les gens dont je parle dans cet ouvrage, pour la grande majorité d'entre eux, alors je ne parle pas de ceux du début du XXe siècle ou du XIXe siècle, mais pour les autres, je les ai connus. Et c'est justement ce qui m'a amené à vouloir écrire ce livre. Ça fait 10 ans que je voulais écrire ce livre. C'est que je me suis dit, j'ai connu des gens qui ont été les fondateurs de l'islam lyonnais, qui sont complètement oubliés aujourd'hui et sur lesquels il y a très peu de traces. Alors peut-être dans les archives de police, mais ça ne sera pas facile de trouver, parce que les archives de police c'est toujours compliqué s'il n'y a pas des dossiers bien identifiés. Et je me suis dit, ces premiers imams de l'agglomération lyonnaise que moi j'ai eu l'opportunité de connaître, il faut quand même que je rappelle leur nom. Et d'ailleurs je sais par des universitaires alors là qu'il est assez rare que l'on ait connaissance de l'itinéraire de ces premiers imams arrivés en France, pour certains depuis la Première Guerre mondiale. Alors vous commencez votre livre non pas par un imam mais un émir, l'émir Abdelkader. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que vous faites un peu un raccourci au début, sans chercher à revenir éventuellement sur 1000 ans d'histoire. Vous prenez un peu cet émir, donc c'est la période de la colonisation. Pourquoi cette figure? Parce que la venue de l'émir Abdelkader a été prisonnier à peu près 5 ans en France. Il est libéré
en décembre 1852. Et pour rejoindre la Turquie, il descend, il doit quitter Paris. À l'époque, il n'y a pas de TGV. Il fait une portion de son voyage en train, mais toute une partie aussi en bateau. Il descend la Saône puis le Rhône. Il a une étape à Lyon. Et cette étape, on peut la considérer comme étant la première rencontre du peuple de Lyon avec l'islam, puisqu'il y a 12 000 personnes, selon les chroniqueurs locaux, les journalistes, les Lionel Favreau de l'époque, il y a 12 000 personnes qui se précipitent pour voir quel est cet homme qui a donné tant de fil à retordre pendant 15 ans à l'armée française, qui était pourtant à l'époque la première armée de terre du monde, et cet homme qui ensuite apparaît comme un sage et comme un homme de la conciliation ou de la réconciliation. Donc je crois que c'est pas faux de dire que cette date-là est mémorable et à l'époque, on ne connaît pas l'islam. Il y a quelques gens qui sont partis voyager, il y a quelques hommes d'affaires qui ont commencé à circuler au Proche-Orient, mais lyonnais, mais non, c'est la découverte totale. Et vous faites aussi un point intéressant sur une mémoire qui heureusement aurait été réactivée qu'on voit physiquement à Chasselet par le Tata sénégalais, donc un cimetière en hommage de ces combattants héroïques face à l'armée allemande. Vous avez fait ce choix aussi, en quoi ça vous semble symbolique? Ah oui, alors le Tata Chasselet, c'est sans doute un des lieux les plus émouvants de mémoire de la métropole, puisqu'on a là les corps d'à peu près 200 tirailleurs sénégalais. Ils n'étaient pas tous du Sénégal, ils étaient de cette région de l'ouest de l'Afrique, qui ont été massacrés. C'est un massacre raciste en juin 1940, au moment où l'armée allemande arrive sur Lyon. Lyon a été déclarée ville ouverte par le maire Édouard Herriot. Ces soldats-là ne savent pas que les combats ont cessé. Ils continuent à se battre et ils vont être massacrés, mais vraiment massacrés. Les chars roulant sur les corps, enfin des choses absolument horribles. Il y a une majorité de musulmans parmi eux, il y a quelques chrétiens et quelques adeptes de religions traditionnelles, mais tous sont ensemble. Et la beauté d'ailleurs de ce lieu, d'une certaine manière, qui a été inauguré avant même la fin de la guerre, à l'initiative d'un ancien combattant de la guerre de 14-18 qui s'appelait Jean Marchiani, un Corse de Lyon, qui crée cette nécropole, dans un style d'ailleurs un peu africain, des enclos sacrés de l'Afrique de l'Ouest. Et là sont rassemblés indistinctement musulmans, chrétiens et adeptes de religion traditionnelle. Donc c'est un lieu qui est par excellence œcuménique, mais c'est aussi la seule nécropole entièrement consacrée à des soldats africains en France. Et puis c'est le rappel d'un crime raciste, d'un crime contre l'humanité très important. Donc c'est un lieu très très émouvant. Et donc pour moi c'est un lieu que je connais bien et c'était important de parler de ce lieu. Mais il y a d'autres lieux à Lyon. Il y a en particulier l'ossuaire de la Mulatière, qui lui contient les corps soit de soldats de la guerre de 14-18, soldats musulmans de la guerre de 14-18, soit de travailleurs coloniaux qui sont morts dans les hôpitaux de la région lyonnaise, les hôpitaux de campagne de la région lyonnaise au moment de la guerre. Là aussi, c'est ce monument-là, alors qui a été construit en 1937, bien que les corps aient été inhumés avant, ce monument-là, c'est le plus ancien monument, la plus ancienne trace matérielle de la présence musulmane à Lyon. Parce que souvent, on associe l'arrivée de l'islam en France et notamment à Lyon aux travailleurs migrants. Oui, mais en réalité, il y a un autre chapitre de l'histoire que vous réactivez qui est très important, c'est leur place dans la résistance, parce qu'effectivement, beaucoup ont été rapatriés en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, mais certains restent à Lyon, et vous parlez d'une figure qui est quand même assez méconnue, c'est Jafar Kamdoudi. Qui est-ce? Quelle est sa place dans la résistance? Alors Jafar Kamdoudi, il n'y a pas énormément de figures de la résistance que l'on connaît, hein. Mais Jafar Kamdoudi, c'est un personnage sur l'histoire duquel il n'y a absolument aucune contestation. C'est un homme qui est enrôlé en 1939 dans la guerre en tant que sujet français d'Algérie, mais comme il sait parler le français, on lui confie un bataillon. Cet homme va se battre, et puis au moment de l'arrêt des combats, il entre dans la résistance. Il est à Lyon, il va faire des faux papiers pour permettre à des gens d'échapper au service de travail obligatoire. Et puis il est finalement arrêté, il est emprisonné à la prison de Montluc,
Et d'ailleurs, il y a une cellule où on fait mémoire de lui. Ensuite, il est déporté. Par chance, il va survivre et il va vivre à Lyon très très longtemps, mais dans une très grande discrétion. Il est quasiment oublié de tout le monde, quoi. C'est récemment qu'on a ressorti son histoire. Il y a aussi ces tirailleurs sénégalais qui avaient été réquisitionnés pour le travail par les Allemands, qui étaient à Villeurbanne, et que la résistance, les maquis du Vercors viennent chercher et qu'ils emmènent dans le Vercors et qui vont être parmi les combattants du Vercors. C'est une histoire qui est assez oubliée. Je ne sais même pas si au centre d'histoire et de la résistance à Lyon, on en fait mémoire. Dans le Vercors, on en fait mémoire, en revanche. Mais vous parlez des combattants de 39-45, mais il y a aussi tous ceux qui sont venus au moment de 14-18. Parce qu'en fait, la première immigration massive, si je peux dire massive, importante, de musulmans à Lyon, c'est au moment de la guerre de 14-18. Vous avez jusqu'à 20 000 sujets de l'empire colonial, des 3 pays du Maghreb et d'une partie de l'Afrique de l'Ouest, qui sont à Lyon, soit comme combattants, mais plutôt en retrait, puisque Lyon n'était pas une ligne de front, soit comme travailleurs coloniaux. Vous aviez, par exemple, une usine de poudrerie à Saint-Fond, à Vénissieux, vous aviez tous ces lieux. Et là, il y a une première rencontre des Lyonnais, si je peux dire, avec ce monde musulman. Mais tous ces gens vont partir à la fin de la guerre, sauf une petite minorité qui va rester. Donc dans les années 20, il y a une petite colonie musulmane, il y a notamment des patrons de café kabyles à Lyon dans ces années-là, quoi. La chose intéressante de se rappeler ça, c'est que la venue des musulmans à Lyon, et sans doute dans beaucoup d'autres endroits de France, hein, elle s'est faite par ces combattants de l'Empire colonial. Elle s'est faite aussi par des étudiants qui ont été à Lyon dès le début des années 1900. Donc ça, c'est une mémoire, je crois, qui est importante à raviver. Alors, vous le rappelez, à la libération de Lyon, autour du général de Gaulle, les 3 religions monothéistes sont présentes par un imam. Vous parlez aussi d'un imam qui va nous permettre de faire la translation entre colonisation, décolonisation et des années plus récentes, puisque Belal El Maafi est resté 70 ans. C'est une histoire incroyable. C'est mieux qu'Edouard Herriot, plus de 50 ans. C'est un personnage absolument incroyable que les jeunes générations musulmanes ne connaissent pas, il n'y a plus grand monde qui le connaît. Kamel Kaptan l'a connu, mais il n'y a plus grand monde qui le connaît. Moi, j'ai eu la chance de le connaître dans les années 1970. Belal El Maafi, c'est un homme qui vient d'une Zawiya. Alors c'est intéressant aussi parce que ça nous rappelle que les premiers imams qui sont venus en France étaient des gens qui appartenaient aux confréries, plus ou moins soufis, on appelait ça plutôt l'islam maraboutique, envoyés par les confréries du Maghreb ou du Sénégal, pour justement apporter un secours spirituel aux soldats qui étaient là. Et Belal El Maafi, il arrive à la fin de la guerre de 14-18, il repart en Algérie, en Tunisie, puis il revient dans la région lyonnaise en 1925. Il va mourir en 1999 à Villeurbanne, à l'hôpital des Charpennes. Il a 70 années de ministère ou d'imama ici à Lyon. Et ce que vous soulignez aussi, c'est qu'il porte en lui finalement un peu toutes les ambiguïtés, c'est-à-dire qu'il essaye d'accompagner ses compatriotes, mais c'est compliqué puisqu'on est dans le phénomène de la décolonisation, il y a des luttes politiques, vous parlez même d'exécution capitale à Lyon, donc des moments tragiques. Et donc lui, il y a une rupture déjà vis-à-vis de certaines générations. C'est un personnage. Non, alors, faut pas oublier qu'il vient de l'islam maraboutique, qui en général se veut non politique et s'accommode plus facilement de tous les pouvoirs politiques. Et donc quand il y a la colonisation, lui va rester français, il va défendre le maintien de l'Algérie dans le giron français. Ce qui lui vaudra d'ailleurs une tentative d'assassinat par le FLN, qui échoue. Mais il a été d'abord un homme très présent à tout le monde. C'était vraiment un ministre du culte au sens fort, hein. Mais il a un parcours tout à fait étonnant parce que il va travailler avec les services de police. Et d'ailleurs, il est très ami avec 2 personnages qui font partie de l'histoire des renseignements généraux à Lyon. Julien Azario, qui a été le patron de la police chargé de surveiller les Nord-Africains dès les années 1920-1930 et jusqu'au moment de la résistance. Et Julien Azario, qui était un personnage plutôt d'extrême droite, mais qui va être un résistant
et qui va sauver des Juifs. Il a d'ailleurs été reconnu Juif parmi les nations. Et Belhadj va devenir un peu son collaborateur, puisque Belhadj maîtrise l'arabe, il est savant, Belhadj. Il a fait des études dans les zaouïas d'Algérie et de Tunisie, et il va être l'interface entre les premiers musulmans qui ne sont pas très très nombreux. En 1923, à Lyon, il y a à peu près 2500 musulmans. On connaît le nombre des Algériens, alors si on rajoute 20%, on arrive à ce chiffre-là. Donc Belhadj, il est proche d'Azario, ce qui permet de penser, parce que même si on n'a aucune preuve, on a des échos. Le grand rabbin Richard Wettenschlag a toujours dit Belhadj a sauvé des Juifs, mais on n'a aucune preuve réelle. Cependant, le fait qu'il ait été très proche d'Azario, qui lui a sauvé des Juifs, permet de penser qu'en effet, il a dû faire de faux certificats. Au moment de la guerre d'Algérie, Belhadj n'est pas pour l'indépendance de l'Algérie, mais malgré cela, il est aimé des familles, parce qu'il est quasiment le seul. Et c'était un homme qui vivait comme un pauvre. Quand il meurt, il a presque rien, il a une malle, et il a fait des milliers d'accompagnements pour des circoncisions, pour des mariages, pour des funérailles. C'est un homme absolument étonnant, qui n'était pas très mêlé à la communauté en plus, puisque je vous parlais de ses liens avec des policiers de renseignement généraux. Donc c'est d'abord Azario, et puis après, au début des années 1950, il va être hébergé par un autre inspecteur des renseignements généraux, qui est Roger Pernaut. Il va faire partie de la famille. Moi, je connais la famille, et il était considéré par des enfants que j'ai mariés comme étant leur grand-père. Donc, c'est une histoire incroyable. Donc un personnage aussi complexe que l'histoire qu'il a traversée finalement. Complètement. Donc on arrive au moment de la nouvelle phase, la décolonisation de l'Algérie qui réussit, des nouvelles vagues d'installation en France. Et puis il y a un projet évidemment incontournable qui est le projet de la Grande Mosquée de Lyon, connu aujourd'hui et représenté par Kamel Kaptan, mais vous rappelez aussi l'importance du professeur Lanèche. Et puisqu'on est dans la réactivation de mémoire et de figures parfois oubliées, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage qui a aussi beaucoup compté à ce moment de l'histoire? Il y a même les précurseurs, c'est-à-dire qu'il y a les premières mosquées à Lyon, et je parle de Chir Deradji à Loire, qui a créé la première mosquée à la Croix-Rousse, montée à Louge d'abord, et puis maintenant rue des Tables Claudiennes. Je parle de Alawa Othmani, qui a créé la deuxième mosquée à Oulin. Je parle de Chir Mamadou Diallo, qui était imam sénégalais de la Tidjania pendant 30 ans, qui logeait au foyer Sonacotra de Gerland. Il y a des débuts avant la Grande Mosquée. Et puis, à partir de la fin des années 70, il y a le désir des Français musulmans. Et ça, c'est intéressant d'avoir un lieu de prière, et ils vont parvenir à convaincre sans beaucoup de difficultés les élus lyonnais. Alors, le premier, c'est Louis Pradel, qui est favorable à la création d'une mosquée à Lyon, et qui même en parle avec l'archevêque de l'époque, qui est le cardinal Renard. On envisage même de laisser une église qui serait moins utilisée aux musulmans. Après, c'est Francisque Colomb, qui avait un chef de cabinet qu'on va retrouver au Club de l'Horloge, qui est plutôt donc proche des milieux d'extrême droite, qui, parce que c'est les Français musulmans Cavrini, et qui, parce que ce sont des Français musulmans qui demandent un lieu, dit « Mais oui, les Français musulmans, ils ont versé leur sang. Donc on leur doit un lieu. » Donc il y a un consensus, en particulier de la droite lyonnaise. Ça met beaucoup de temps. Et ça met beaucoup de temps d'abord parce que il faut qu'on trouve l'argent. C'était pas évident de financer cela. Les personnages qui vont créer, qui vont être à l'origine de ces mosquées, c'est deux personnages en fait. C'est Kamel Kaptan et c'est le capitaine Rabat Khelif. Le professeur Mohamed Larnèche arrive un petit peu après. Il n'est pas tout de suite dans l'aventure, mais l'intelligence de Kamel Kaptan et de Rabat Khelif, c'est d'avoir cherché une personnalité qui pourrait donner plus de poids à leur projet. Professeur Larnèche, c'est un professeur de médecine nucléaire. Il a même été envoyé à un moment donné par Giscard d'Estaing auprès de Ouari Boumedienne quand il était sur le point de mourir, puis Boumedienne est bien mort. Et c'est une sommité médicale internationale que nous avions à Lyon, qui était extrêmement discrète et qui va apporter le poids de sa notoriété à la construction de la Grande Mosquée. Donc là, on arrive déjà dans les années 1990 avec l'inauguration de la Grande Mosquée. 1994. Voilà. Et
j'ai envie à ce moment-là de vous poser une question très précise. Vous êtes un religieux, vous parlez d'une religion, l'islam, etc. Mais on peut être venu de ces pays-là et être laïque. Donc, quand vous vous êtes lancé dans cette histoire de l'islam à Lyon, comment vous avez géré cet aspect? Parce qu'en plus, on le verra ensuite, des mouvements politico-religieux aussi, donc bien sûr. Rien n'est simple. Est-ce que ces figures laïques, vous les évoquez à peine? Vous parlez de Gilad Tazdaït, qui a été une députée écologiste des Verts. Vous parlez d'Azouz Begag, plus connu pour le Gun Shahba, qui a été ministre. Comment vous gérez ça? Parce que faudrait pas non plus aussi tomber dans une forme d'assignation religieuse, bien sûr. Mais en même temps, vous annoncez à la couleur, vous faites l'histoire de l'islam à Lyon. Oui, mon propos, c'est ça, c'était faire l'islam à Lyon, c'était pas faire l'histoire des gens d'origine maghrébine ou autre, puisque maintenant il y a des gens de toutes les origines, des Afghans, des Irakiens qui vivent à Lyon. Non, mon objet, c'était vraiment comment l'islam a surgi et s'est développé à Lyon, parce que ça veut dire aussi que ce poids est de toute façon sensible, même sur les personnalités qui veulent s'en détacher. Ah, bien sûr, il y a la dimension de la culture musulmane. Alors, des gens comme Azouz Begag sont des gens, Azouz, il en parlerait mieux. Azouz est quelqu'un qui est assez vierge de toute sensibilité musulmane, d'une certaine manière, hein, même s'il vient de cette culture, mais ce que je voulais montrer surtout, c'était ces pionniers de l'islam lyonnais, c'était le pluralisme de tous ces personnages. Je parle par exemple de Ben Ali Fekar, qui était complètement oublié, j'espère qu'on va s'en souvenir. Premier avocat musulman à prêter serment à Lyon en 1919. Donc vous arrêtez aussi sur une figure universitaire, Ali Merad. Enfin, Ali Merad. On peut pas raconter tout votre livre, mais il y a une grande richesse en fait, de figures oubliées. Alors c'est ça, c'est qu'il y a eu des savants religieux à Lyon. Ali Merad est une grande figure de l'islam algérien actuel, puisqu'il est un fils d'Ibn Badis de l'islam des oulémas algériens. Donc oui, il y a tous ces personnages, et ça, pour moi, c'était important de montrer ça, de rappeler ça, et encore une fois, de souligner combien il y a eu un islam pluriel. Je parle aussi de l'histoire incroyable d'Yvette Labrousse, cette fille de conducteur de tramway lyonnais, qui va se retrouver princesse musulmane, l'épouse de l'Agha Khan III, qui était un grand personnage. C'est d'autant de raisons de lire votre livre pour en savoir plus. Alors, pour rester dans le format de l'émission, on arrive dans ces années 90-2000 avec une figure sur laquelle vous arrêtez, Tariq Ramadan, petit-fils d'Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, mais aussi, on peut le dire, héritier à la fois politique et religieux de cette sensibilité des Frères musulmans, avec un agenda précis, comme c'était le cas de son père, Saïd Ramadan. Et c'est aussi interprété, parce que c'est le cas dans les banlieues lyonnaises et ailleurs, comme le retour d'une certaine génération, de deuxième, troisième génération, à la fois vers leur religion, mais aussi vers une plus forte affirmation, plus forte reconnaissance, parce que beaucoup estimaient être traités avec et à raison, avec trop de condescendance par les partis politiques. Mais du coup, aujourd'hui, il y a plusieurs dimensions, et vous montrez vraiment toute la complexité, qu'il y a des personnes, on va dire, qui ont été influencées par Tariq Ramadan, mais qui s'en sont aussi libérées. Donc vous, qui avez vécu ça, comment vous comprenez que derrière le côté, on va dire, sympathique, tribun de Tariq Ramadan, se cachent aussi d'autres choses, qui est un agenda international, qu'on parlait de réislamisation de certaines générations. Ouais. Alors, je suis interrogé par un connaisseur, parce que vous avez été le premier à écrire un livre sur Tariq Ramadan, ce qui est pas rien, c'est à votre honneur. Alors Tariq Ramadan a joué un rôle considérable en France. Alors aujourd'hui, il est banni, c'est un paria à la suite des révélations sur une vie sexuelle assez compliquée, et en tout cas en contradiction avec ce qu'il prêchait. Il est abandonné de tous ceux qui l'ont suivi. Néanmoins, il a marqué plusieurs générations de jeunes musulmans. Pendant 20 ans au moins, il a labouré les banlieues françaises, et pas seulement les banlieues, s'adressant essentiellement à toute une jeunesse issue des immigrations de l'ancien empire colonial, qui avait fait les études. Enfin, le public de Tariq Ramadan, c'était Bac+3, donc des gens qui sont aujourd'hui, des gens qui ont des responsabilités dans notre société. Et
Tariq Ramadan va, et ça on ne peut pas lui enlever, il va donner une fierté d'être musulman à tous ces gens-là. C'est là la raison de son succès. Mais il va aussi transmettre un islam qui est en grande partie celui des frères musulmans, c'est-à-dire un islam qui considère qu'il n'y a pas vraiment de pluralisme en islam et qui va dénigrer l'islam des parents. Moi, ça a été ma première alerte. Vos parents, ils ne connaissaient pas l'islam. Ils avaient des rites qui étaient à moitié païens. Pas forcément faux, l'islam paysan, mais en même temps, c'était des gens qui avaient une vraie foi et qui avaient une ouverture aux autres. Tandis que l'islam des frères musulmans, c'est un islam qui est très doctrinaire, qui n'invite pas à l'acceptation d'un pluralisme à l'intérieur de l'islam. Donc, pour parler de Tariq Ramadan, il y a son influence, son personnage qui est contesté, mais en fait, il va laisser derrière lui une nouvelle génération de personnes qui assument différemment leur religion et leurs racines. Et c'est ça aussi dont vous parlez dans votre livre, avec des nouvelles figures de cet islam à Lyon. Oui, parce que les gens bougent, heureusement. Et il y a beaucoup de gens qui, quand ils avaient 20 ans, 25 ans, ont été séduits par Tariq Ramadan, et puis qui après vont faire leur propre chemin. Et aujourd'hui, on compte à peu près une vingtaine de mosquées qui ont été construites depuis l'inauguration de la Grande Mosquée de Lyon en 1994. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de mosquées en plus. À Lyon, vous avez notamment la mosquée de la rue Baraban, la mosquée de la Duchère, la mosquée de Gerland depuis 2023. Vous avez aussi à rue Villeroy un lieu qui a été aménagé comme une vraie mosquée. Donc vous avez ces nouveaux lieux qui sont dirigés maintenant par des présidents d'associations qui souvent ont été sensibles au départ à Tariq Ramadan et puis qui avec le temps ont davantage compris qu'il était important que l'islam s'articule avec ce qu'était ce pays, ce qu'est cette culture lyonnaise, un islam beaucoup plus en dialogue. Et c'est pour ça que moi je suis assez optimiste. Par exemple, un personnage que je trouve tout à fait passionnant, qui est peu connu à Lyon, mais parce qu'il est très discret, c'est Mohamed Minta, qui est l'imam de Dessine depuis 30 ans. Mohamed Minta, c'est un Malien. Il est arrivé à Lyon en 1992, je me souviens bien. Il était là uniquement pour prendre des cours de français au départ. Et puis il va rester à Lyon. C'est quelqu'un qui a été formé en Arabie Saoudite, mais plutôt par les frères musulmans en Arabie Saoudite. Donc qui arrive avec un islam assez strict et pas un islam d'ouverture. Or cet homme, quand il arrive à Lyon, ça c'est une des constantes d'ailleurs qu'on trouve, il va rencontrer des chrétiens qui vont l'aider. Il va participer à un groupe de dialogue islamo-chrétien. Aujourd'hui, c'est un savant reconnu internationalement. C'est le savant religieux de Lyon, Mohamed Minta, aujourd'hui. Il a vraiment le titre d'alim, de savant. Et c'est un homme d'ouverture. C'est un homme, il a longtemps fréquenté Tariq Ramadan. Il ne s'est pas formé avec Tariq Ramadan. Il était beaucoup plus savant que Tariq Ramadan bien avant. Mais il a fréquenté Tariq Ramadan. Aujourd'hui, c'est vraiment un homme de l'ouverture. Et je pourrais donner plusieurs noms comme cela. Puis il y a d'autres générations d'imams. Un imam qui pour moi est un homme très, très, très touchant, c'est Monder Nadjar, qui a été le grand imam pendant 20 ans de la Grande Mosquée de Lyon, très discret, d'origine tunisienne, qui aujourd'hui est l'imam de la mosquée de Bron, qui est un homme d'ouverture. Voilà. Donc on a une nouvelle génération, en effet, enfin des nouvelles générations, parce qu'il y a aussi bien des gens de 50 ans que des gens de 40 ans, qui aujourd'hui, me semble-t-il, sont des gens beaucoup plus dans le dialogue. Pour moi, c'est ça qui est important, dans le dialogue avec la société telle qu'elle est. Mais aujourd'hui, on parle aussi de séparatisme, de communautarisme. Est-ce que c'est un risque que vous ressentez aussi par rapport aux générations que vous avez pu connaître précédemment, aux figures auxquelles vous rendez hommage dans votre livre, ou c'est une construction politique? Non, je pense qu'il y a une partie de construction politique, si on généralise. Mais c'est vrai que tous ceux et toutes celles qui fréquentent les banlieues populaires voient bien qu'il y a des gens, souvent ceux qui sont les plus en échec dans la société, qui vont se réfugier dans un islam identitaire, plutôt salafiste. Alors celui-ci, c'est compliqué l'histoire des salafistes, parce que les frères musulmans sont aussi des salafistes, mais pas comme les wahhabites, voilà, c'est impossible. Mais vous avez aujourd'hui des gens, en effet, souvent ceux qui sont en échec dans la société, qui se referment sur eux-mêmes et qui vont avoir une culture qui ne veut plus avoir de contact avec les autres. C'est ça le danger.
c'est très difficile d'apprécier le nombre qu'ils représentent. Ils sont très visibles dans nos quartiers, mais c'est très difficile. Je crois qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup observer les gens dans le métro. Et je me réjouis quand je vois une jeune fille qui est voilée complètement, mais qui rigole avec une de ses copines qui, elle, est complètement dévoilée à l'inverse. Et là, je me dis, il n'y a pas de risque d'enfermement. Ce qui me désole, c'est lorsque des gens qui ont grandi ici, parfois même des convertis, qui s'enferment dans un modèle complètement, je ne peux pas dire hors sol, mais complètement étranger à ce qu'est l'histoire de la société française. Et c'est là qu'il y a un péril. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une place pour le dialogue interreligieux? Les événements de ce génocide en Israël par le Hamas, puis toute la guerre qui a suivi et qui a encore une actualité brûlante aujourd'hui, a des répercussions politiques et religieuses en France. Il y a des partis qui sont accusés de communautarisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être inquiet pour ce dialogue dans le contexte lyonnais? Vous avez raison de parler de la tragédie qui se déroule au Proche-Orient, qui inévitablement a des impacts sérieux sur notre société française, puisqu'on est le pays d'Europe, et même du monde, où il y a à la fois la plus grosse communauté musulmane d'Europe, autour de 6 millions de personnes, la plus grosse communauté juive d'Europe, autour de 600 000 personnes. Et même si les uns et les autres disent ce qui se passe au Proche-Orient, ce n'est pas nous qui en sommes responsables, acteurs, etc., chacun est impacté et est sensible à cette tragédie qui se déroule là-bas. Il y a une augmentation des actes antisémites, c'est établi. En même temps, je crois que c'est là qu'il faut raison garder. En même temps, moi je constate que l'immense majorité des musulmans de France, qui a une sensibilité pro-palestinienne, ne veut pas que ce conflit s'inscrive dans la société française. Quand vous regardez ce que font les imams aujourd'hui, souvent dans les mosquées, les fidèles leur disent « parlez de la Palestine, parlez de la Palestine ». Et la plupart des imams ne le font pas, en disant il ne faut pas rajouter du feu, de la haine ici. C'est vrai aussi qu'ils sont très surveillés, il peut y avoir la peur aussi. Mais je crois, quand je vois par exemple le comportement d'un Nasdin Gassi, qui est une figure qui compte dans l'islam lyonnais, responsable de la mosquée ottomane de Villeurbanne, il tient en permanence un discours de maintien de la paix sociale et des relations cordiales avec les uns et les autres. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Hein. Je pense qu'il y a... C'est pour ça que moi je suis optimiste. À la fois, il y a des choses qui m'inquiètent, certains replis communautaires, certains discours de plus en plus identitaires, mais en même temps, je vois que la majorité des musulmans de France a le souci de la paix sociale et de la convivence. Le principe de cette émission, c'est que je m'efface à un moment donné au profit d'une personnalité qui poursuit avec vous les échanges. La paix sociale est un souci pour les hommes politiques et j'ai sollicité donc Renaud Père, vice-président de la métropole, qui se retrouve confronté, notamment pour les questions scolaires, à un certain nombre de ses préoccupations. Donc je lui laisse ma place pour la suite. Merci. Bien, bonjour Christian Delorme, moi je suis extrêmement heureux de pouvoir dialoguer avec vous, puisque vous le savez bien, on fait un petit bout de chemin ensemble, et notamment depuis 2020, depuis que je suis vice-président. Vous avez été dans mes premières rencontres, et notamment autour du sujet du squat Maurice Sèvres, et depuis toujours sur les politiques de l'hospitalité, on échange dans une politique publique qui est une des plus difficiles qui m'est attribuée et que je dois piloter. Mais à la fois la première partie de cet échange me semble extrêmement intéressante et évidemment l'ouvrage et puis le travail que vous avez fait. Finalement, à travers l'échange que vous avez eu avec Lionel Favreau, on voit ce qui fait l'unité d'un homme, vous-même, et notamment votre engagement, sans aucun doute, et votre optimisme. Je parle évidemment du dernier volet de votre entretien sur la période contemporaine. D'abord, peut-être dire que moi j'apprécie le travail que vous avez fait, qui est un travail d'histoire, parce qu'il y a... vous avez exhumé des documents, il faut quand même le dire aussi, notamment des documents iconographiques, mais qui est pour nous, et là je parle en tant que vice-président, aussi un travail de mémoire. Et donc on a toujours cette nécessité de se rappeler ce que nous devons
aux hommes et aux femmes. En l'occurrence, c'est une histoire plus masculine que féminine, mais ce que nous devons aux hommes et aux femmes qui ont fait notre territoire. Et en la matière, sur l'islam, le fait de pouvoir remonter jusqu'à 1852, mais surtout de pointer le rôle de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, et puis évidemment de la période qui va s'ouvrir avec la décolonisation, est majeur pour faire comprendre que notre territoire, notre métropole, j'ai envie de dire, même si ce n'était pas la notion, et l'islam ont un lien indéfectible. Et ça, je crois que c'est essentiel. Donc, merci beaucoup pour cela. Toutefois, je voudrais qu'on parle un peu de la période contemporaine, et sans aucune réduction, puisqu'on voit bien comment on va pouvoir passer, et je vais le faire, de la question religieuse et culturelle à la question des quartiers populaires, puisque j'ai envie quand même de venir un peu sur ce sujet. On voit très bien dans ce que vous avez montré qu'il y a finalement 3 vecteurs qui vont ancrer les relations entre l'islam et notre territoire. C'est l'armée, la guerre, et d'abord l'armée de l'Empire en tant que telle, et puis ensuite d'autres moments de guerre jusqu'à la guerre d'Algérie, évidemment. Il y a l'université, qu'il ne faut jamais oublier, et nous avons une tradition d'études, à la fois d'aire géographique, mais aussi d'études de l'islam, et c'est essentiel, par la géographie, par la sociologie, par la théologie, évidemment. Et puis, il y a évidemment, pour une période plus récente, même si maintenant elle s'inscrit quand même dans la longue durée, l'économie. Et précisément, le moment où il y a une immigration familiale, la situation va changer. Et c'est là-dessus que j'aimerais venir. Et pour venir à la situation contemporaine, et notamment, allez, disons-le, de la 4e génération. Parce que je crois que c'est comme cela qu'il faudrait dire aujourd'hui. Comment penser finalement, sans du tout penser dans les termes du séparatisme, vous doutez que ce ne sont pas les vôtres et ce ne sont pas les miens, mais comment éviter aujourd'hui l'entre-soi, comment éviter aujourd'hui même l'évitement, je vais y venir, et comment finalement faire en sorte, et quand je dis comment, je pense que nous, hommes et femmes politiques, avons un rôle majeur en la matière, mettre en place des politiques publiques qui feront que, bien sûr, la religion doit exister, les religions doivent exister sans aucun doute, mais ne doivent jamais entraver l'universel. Quand je vois une partie de nos quartiers populaires où une branche de l'islam peut devenir finalement un secours, mais un enfermement, je me dis que nous sommes en train de rater quelque chose et que surtout le lien social peut s'affaiblir. Quand je vois, et je finis là-dessus pour vous interpeller quand même, quand je vois un rapport de la Cour des comptes qui évalue la politique de la ville en prenant la question du plateau des Minguettes et qui dit que finalement on a un problème parce que l'école ne fait plus œuvre d'universel parce qu'il y a de l'évitement scolaire et notamment de classe moyenne, puisqu'il faut bien le dire, je me dis que nous sommes en train de rater quelque chose quand, en dehors de l'école, pour certains, et notamment les plus démunis, il faut bien le dire, seuls, disons, des associations de type confessionnel seront finalement le lieu d'une forme prétendue d'émancipation. À votre avis, la question est difficile, mais à votre avis, qu'avons-nous manqué? Que devons-nous faire le plus rapidement possible dans les prochaines années? Et je parle à la fois à l'auteur du livre, mais aussi à l'homme de la marche, parce qu'il faut aussi quand même l'évoquer. Il y a 40 ans, vous avez joué un rôle majeur, avec d'autres, mais un rôle majeur dans l'émancipation, quand même d'une génération, plutôt la 2e génération, dans l'émancipation d'hommes et de femmes de quartiers populaires. Alors, je suis très heureux que vous ayez commencé par rappeler un certain nombre de lieux de la présence musulmane, l'armée, l'université, l'économie. Parce qu'aujourd'hui, et peu de gens l'imaginent, je crois que c'est 13% des soldats français sont d'origine musulmane. Ce qui montre qu'il y a aussi une forme d'intégration réussie. On est sensible, et il le faut, à tout ce qui ne fonctionne pas, mais on a beaucoup de mal à évoluer de ce qui fonctionne. Pour l'université, vous êtes encore mieux placé que moi pour en juger. Le nombre de jeunes issus de cette histoire post-coloniale est colossal. Je ne sais pas, on ne peut pas donner des pourcentages, mais il est colossal. Il suffit d'aller dans une université.
aujourd'hui le nombre d'enseignants, de profs, d'universitaires qui sont issus de cette histoire. Et parce qu'il y a de l'économie, le nombre de chefs d'entreprise, mais aussi de médecins. Voilà. Donc il y a aussi une réussite. Alors on a souvent, parmi tous ces gens qui ont fait leur place dans notre société, à des degrés, des échelons divers, il y a souvent une appartenance à l'islam qui est moins exclusive que chez d'autres. Parce que c'est ça aussi qui est compliqué, à mesurer aujourd'hui. On estime en gros, même s'il y a des débats, à 6 millions le nombre de musulmans en France, autour d'un peu moins de 10% de la population, mais selon les régions, ça peut être beaucoup plus, comme la région lyonnaise. L'immense majorité de ces personnes d'origine musulmane, dont on ne sait rien de leur degré d'appartenance à la foi, c'est leur liberté. L'immense majorité de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, et de ces vieillards aussi, ne sont pas des pratiquants de mosquées. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pas assez de mosquées. Et aujourd'hui, de fait, on s'aperçoit que quand on construit une mosquée, le jour même de son inauguration, elle est deux fois trop petite. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent un islam très individualisé, très personnalisé, comme beaucoup de chrétiens, quoi. Ce qui est aussi un signe d'intégration. Donc c'est très très difficile d'approcher la totalité de l'affecté. Mais je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit que s'il faut prendre acte et même se préoccuper de nos échecs, il faut aussi qu'on soit conscient de nos réussites. Il faut faire très attention de ne pas entretenir un discours qui va justement nourrir le séparatisme. Parce que si l'on tient toujours le discours de l'islam ne s'intègre pas, les musulmans, l'islam est incompatible avec la République, eh bien, on va jouer le jeu de ceux qui disent en effet, nous n'avons rien à faire avec les Occidentaux. Il faut au contraire, nous soyons une forme de résistance à l'occidentalisation du monde. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et le mouvement des frères musulmans est dans cette logique-là. Les salafistes sont plus en retrait, mais ils sont aussi dans cette logique-là. Donc, faisons bien attention dans le discours. Il y a une responsabilité énorme des politiques et bien sûr des médias à ce sujet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a raté malheureusement, j'ai vécu toute cette période aussi. Je n'aurai pas la prétention d'écrire une histoire des banlieues, mais j'ai aussi beaucoup de souvenirs par rapport à tout cela. Ce qui est sûr, c'est que nous avons eu des pouvoirs politiques successifs, et je pense en particulier d'abord à François Mitterrand, qui nous a accueillis à l'arrivée de la marche en 1953, mais qui n'a rien compris à ce qui se jouait dans les banlieues, et qui a cru, comme un certain nombre de ceux qui lui ont succédé, qu'on pouvait se contenter de replâtrage. Et on voit bien que progressivement, le grand souci des gouvernants, ça a été de se dire, finalement, les banlieues populaires, c'est 5-6 millions d'habitants, c'est pas la majorité, donc il faut qu'on préserve le calme. Donc quand il y a des risques d'émeutes, eh bien, on met de l'argent, on spécialise de plus en plus les forces de police, mais on n'a jamais considéré ça comme un chantier prioritaire. Je pense que c'est ça la grosse erreur. Si dans les années 80, on avait considéré que c'était un chantier prioritaire qu'il fallait absolument empêcher que ça grave le fossé, on n'en serait pas dans la situation actuelle. Si Jacques Chirac, qui avait compris la problématique de la fracture sociale, avait été plus courageux, on ne serait pas... Moi, je pense que je suis un peu... Je regrette des choses par rapport à Mitterrand, je regrette par rapport à Jacques Chirac, ces deux hommes auraient pu faire beaucoup plus. Depuis, on gère un héritage de plus en plus difficile à gérer, parce que la pauvreté s'est accentuée, parce que la pauvreté s'accentue dans le monde et s'accentue dans notre société. Et c'est de plus en plus difficile. Et les gens ont besoin de dignité. C'est là, je crois, qu'il faut qu'on travaille. C'est que les gens ont besoin d'être respectés, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin de dignité. Et si la République n'arrive pas à reconnaître leur dignité, eh bien, ils vont la chercher ailleurs. Et l'islam va être cette identité qui rend digne. Le succès de Tariq Ramadan, ça a été de redonner de la dignité à des gens qui se sentaient méprisés dans la société et qui n'étaient pas les plus pauvres, qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, les bac plus 3. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on travaille sur comment est-ce qu'on reconnaît la dignité des gens, comment est-ce qu'on prend en compte la souffrance des gens, comment on refuse les discours caricaturaux. Pour moi, c'est ça qui est premier. Après, j'ai envie de dire, c'est votre rôle. Mais vous avez bien raison. Et en cela, je crois quand même qu'il faut aussi qu'on dise des choses. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu un rapport de la gauche. Sure. Hein, et depuis 40 ans.
avec les hommes et les femmes des quartiers populaires, et par rebond, ou en tout cas pour une partie d'entre eux, les musulmans, il faut bien le dire, mais qui a toujours cette ambiguïté d'une partie de la gauche lorsqu'elle cherche parfois à instrumentaliser aussi une partie des hommes et des femmes qui seraient tentés par un repli. De toute façon, notre vrai enjeu, c'est quand même de dire comment on fait pour éviter que les classes populaires ne soient lues qu'à travers la grille de lecture culturelle, disons. Et ça, c'est un enjeu de pédagogie, mais pas que. Bien évidemment de politique plus structurelle à destination des quartiers populaires. C'est pour ça que je suis très attaché à la politique de la ville et que je pense que nous perdons du temps au niveau national en matière de financement de la politique de la ville, mais nous devons aussi faire mettre en œuvre des politiques davantage plus soft, si je peux me permettre, qui visent à l'émancipation. Je crois que nous avons perdu du terrain, et je ne sais pas que je crois, en matière d'éducation populaire. Et comment arrivons-nous à fabriquer de l'universel dans nos quartiers si nous ne développons pas des lieux, nous ne soutenons pas des associations, des centres sociaux qui ne demandent pas aux personnes en qui elles croient, d'où elles viennent. Et ça, c'est essentiel. Croire, c'est absolument pas refuser l'universel, on est bien d'accord. Mais néanmoins, si à partir du moment où il y a un entre-soi, quel qu'il soit d'ailleurs, sur des critères culturels, sur des critères économiques, c'est la fin de notre société. Donc, je mesure le poids qui est le nôtre, mais là, c'est plus moi qui fais le commentaire, mais je mesure aussi le temps que nous perdons depuis des décennies en la matière, et l'urgence qu'il y a quand même d'agir, et encore une fois, en se comprenant les uns les autres. Mais il y a un autre aspect que j'aime beaucoup dans ce que vous faites de manière générale, mais aussi quand même finalement à travers cet ouvrage, c'est que c'est finalement une histoire de Lyon. C'est une histoire de Lyon. Et c'est une histoire de Lyon et de son rapport à l'international, parce que bien évidemment, à l'international, aux relations internationales. Parce que finalement, évidemment, à travers la question de l'islam, c'est aussi la question des migrations qui vont traverser. C'est l'acceptation de l'autre. Et vous, par le récit que vous livrez depuis 1952, cela dit, c'est intéressant quand même, parce que le fait que ça suscite à la fois, en 1852, évidemment, l'attirance, la mobilisation, c'est à la fois la curiosité, mais c'est un peu plus que la curiosité, c'est la volonté d'accueillir. Alors, je ne crois pas du tout aux identités éternelles des territoires. C'est-à-dire que ça n'est pas, il n'y a pas une identité lyonnaise qui traverserait les décennies, voire les siècles, et qui finalement nous orienterait les uns les autres. Ce penchant pour l'hospitalité, pour l'accueil, il est entretenu d'abord par les églises, il faut quand même le rappeler, et par ces branches, je veux dire notamment des associations qui ont joué un rôle majeur sur notre territoire, notamment au XXe siècle. Il est entretenu aussi par des hommes et des femmes qui peuvent ne pas avoir de lien d'ailleurs avec les églises. Si on revient sur cette histoire-là, un des apports de votre ouvrage, c'est d'abord de dire ce que nous devons à celles et ceux qui sont arrivés sur notre territoire, et pas l'inverse. Et c'est particulièrement vrai de Chassenay ou d'autres lieux, évidemment, et d'autres hommes, évidemment. Mais néanmoins, il y a aussi ce que nous devons faire. Et vous le savez, nous bricolons en la matière. Et je parle là à nouveau, évidemment, des élus. Je porte haut dans les priorités de nos exécutifs la question de l'hospitalité. Mais enfin, 5 ans après notre installation, nous voyons bien que nous avons du mal. Que nous avons du mal à embarquer l'État, parfois, mais que nous avons aussi beaucoup de mal à faire face à une demande qui est importante parce que cette ville, ce territoire sera toujours, depuis l'Antiquité, le croisement des routes, et donc toujours un lieu d'accueil. À votre avis, comment allons-nous faire très concrètement face au fait que ces routes ne vont pas être coupées? Celles et ceux qui pensent les couper se trompent toujours, donc elles ne seront pas coupées. Comment ce territoire pouvons-nous encore plus l'embarquer dans la question que l'accueil est toujours un enrichissement et que par ailleurs nous devons un accueil à celles et ceux qui demain seront les futurs profs d'université, les futurs médecins, comme vous l'évoquiez dans la première moitié de l'entretien, ou
que sais-je d'ailleurs, peu importe d'être en haut de l'affiche, mais les hommes et les femmes qui feront vivre ce territoire avec d'autres. Comment devons-nous faire face à ces migrations d'hommes et de femmes de plus en plus démunis quand même, parce que nous ne sommes plus face à certaines immigrations économiques et familiales, et comment devons-nous faire face à ce qui va bientôt devenir des migrations climatiques? Quel est votre regard? Est-ce qu'on peut encore compter sur votre optimisme? Alors, je pense que oui, et il y a pour moi un lieu de la réussite de l'intégration, c'est le métro lyonnais. Et je pense que quand on se laisse... Ça fera plaisir au président du Citral. Sûrement, mais le métro lyonnais, c'est le monde entier qui est là et qui vit en paix. Et des personnes âgées, on va dire européennes, sont des centaines à pouvoir dire que souvent ce sont des jeunes maghrébins, des jeunes africains, et qui leur cèdent la place dans le métro, ce que font plus toujours les jeunes lyonnais de souche. Le métro lyonnais, pour moi, c'est le signe d'une réussite. C'est-à-dire que c'est pas un rêve de vivre ensemble. Il existe. Il y a des lieux où il est plus difficile, en particulier dans les banlieues pauvres de notre agglomération et d'autres lieux de France. Mais encore une fois, je crois qu'il faut tenir un discours optimiste, non pas parce que ce serait un désir d'être volontariste, mais parce que la réalité, elle est là. Ça marche aussi. Il y a des choses qui marchent, oui, mais ça marche aussi. Après, nous sommes également tributaires de l'actualité internationale. C'est-à-dire que la situation serait bien moins difficile, certainement, s'il n'y avait pas eu toutes ces tragédies qui se sont succédées, déjà au moment de la décennie noire en Algérie, puis ce qui se passe au Proche-Orient, depuis la première guerre du Golfe. Nous avons inévitablement des retours de cela. Il y a tout un islam politique et assez anti-occidental qui est arrivé dans le monde entier, qui abîme l'islam de manière générale. Donc nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. Mais encore une fois, la majorité, moi je suis convaincu, et c'est là qu'il faut savoir saisir encore cette main fraternelle. Ce qui n'a pas été fait après la marche du 83. La marche du 83, c'est une marche républicaine. C'est pas une marche de musulmans. Il y avait des gens qui croyaient pas. Il y avait des chrétiens et quelques juifs. Voilà, c'est une marche républicaine avec une main tendue de cette jeunesse issue de l'immigration dans l'ancien empire colonial. Et la main n'a pas été vraiment prise. Hein. Or aujourd'hui, c'est pas trop tard. C'est un peu tard, mais c'est pas trop tard pour continuer à tendre la main à tous ceux et toutes celles, très nombreux, qui savent que leur avenir est dans ce pays et qui veulent le construire avec les autres. Donc pour moi, c'est d'abord cette démarche-là. Et donc la responsabilité des politiques et du discours tenu est très très importante. Et alors après, il faut qu'ensemble, on réfléchisse à qu'est-ce que peut être un islam qui n'est pas fermé sur lui-même, mais qui reste en dialogue avec les autres, composantes de la société. Comment on va faire pour sauver l'école républicaine? Ça, c'est une vraie question. Il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble, parce que l'école, c'est le premier lieu, évidemment, non seulement de la sociabilité, mais de la rencontre avec la société. Et aujourd'hui, bon, c'est bien, vous le savez encore mieux que moi, qu'on a des écoles de plus en plus ghettoisées. Et ça, c'est un danger pour tout le monde. Quant aux flux migratoires qui vont continuer d'arriver malgré tout ce qu'on dit, malgré le fait qu'on s'érige en forteresse, c'est inévitable. Bon, il y a des pressions démographiques. Et puis ensuite, nos pays sont des pays qui ne survivront que grâce à l'apport de ces jeunesses. On n'ose pas le dire, mais tous les grands secteurs économiques le savent. Donc aujourd'hui, il faut certes qu'on apprenne à mieux gérer ces flux. Il ne faut pas dire tout le monde, il ne faut pas ouvrir les portes comme ça, il ne faut pas dire tout le monde est bon, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont favorables à une société qui arrive dans les flux migratoires. C'est vrai que moi, je me distingue de certains groupes qui disent régularisons tout le monde. J'ai dit attention. Quand on me dit régulariser tout le monde et que je sais qu'il y a des groupes d'extrême droite qui sont aussi dans certains groupes mafieux qui organisent l'immigration, je dis c'est de la folie. Donc il faut être attentif à tout cela. Mais lorsque je vois, c'est ce que j'ai vu personnellement, les jeunes Africains francophones qui sont dans l'immigration, qui sont de plus en plus nombreux, la plupart d'entre eux aiment la France. Ils ont une fascination pour la France. Et aujourd'hui, on leur oppose un refus de séjour, on veut allonger le temps nécessaire pour de possibles régularisations, alors que ces jeunes sont des jeunes qui veulent construire notre pays avec nous, qui sont des liens indispensables pour l'avenir entre la France et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique. Donc c'est là qu'il faut vraiment qu'on soit
beaucoup plus près de la réalité. Il faut qu'on finisse avec les discours idéologiques. Et en France, malheureusement, on s'enferme très vite dans les discours idéologiques. Écoutez, je voulais vraiment vous remercier pour cet échange. Je crois que, encore une fois, tout ce que vous dites et tout ce que nous portons d'une certaine manière, c'est de dire aux Grands Lyonnais, aux Grands Lyonnaises, de Lyon à Écully, d'Écully à Dessines, en passant par Bron et d'autres, que nous devons être à la hauteur de notre histoire, sans angélisme, mais avec des politiques publiques probablement encore plus volontaristes. Nous y engageons, je crois, localement. On peut toujours faire mieux. On aura besoin quand même, effectivement, d'un appui national, et vous l'avez très bien dit. Évidemment, ça nous dépasse aussi au niveau national, tant c'est un enjeu géopolitique. Et je crois qu'on a encore un effort de pédagogie à faire, chacun dans sa ligne de nage. Je sais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père. Une dernière question, Père Delorme. Votre fonction de religieuse vous a conduit à rendre un certain nombre d'hommages. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on conserve de votre action? Si on devait faire soit la 4e de coup de d'une biographie qui vous serait consacrée ou une homélie, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on conserve de vous? Je pense le souci, l'espoir d'avoir été un ami particulier des migrants. Parce que c'est vrai que le fil conducteur de ma vie, aujourd'hui, je m'aperçois que j'arrive à 75 ans et je vois que depuis 50 ans, j'ai été en lien avec les migrants. Donc ça a été vraiment le fil rouge de mon existence. Donc c'est cette dimension d'être un ami, un grand frère. Quand j'ai vécu la marche pour l'égalité, j'avais en gros 10 ans de plus que les jeunes qui ont marché, qui venaient des quartiers des Maguettes et d'ailleurs. J'étais le grand frère. Je ne sais pas si maintenant je suis le grand-père, parfois peut-être, pour les nouvelles générations. Voilà, c'est donc ce souci, mais c'était de la joie, donc ça n'a pas été, c'était pas quelque chose un devoir qui m'était imposé. Ce souci d'être un grand frère, où ça rejoint l'idéal de la République, la fraternité. Merci d'avoir accepté cette émission. Merci de votre engagement et de votre persévérance. Merci.